diabète, pour se développer, c'est des années, voire des dizaines d'années. Donc voilà, ça pose un problème. Ou la pathologie qui est à l'origine de quantités plus grandes de bisphénol, parce que par exemple, ces gens-là ont l'habitude de manger beaucoup de conserves. Ça peut donner les deux. Donc, voilà, vous voyez, la difficulté des études épidémiologiques. Ces mêmes auteurs ont continué, et cette année même, ils ont publié une étude qu'on considère un peu plus convaincante, où ils ont pris une cohorte où ils avaient des échantillons d'urine d'il y a 10 ans. Donc ils ont dosé à ce moment-là le bisphénol. Et cette cohorte était suivie, et on a vu ensuite les gens chez qui est apparu un diabète, une maladie cardiovasculaire, etc. Ils retrouvent les mêmes résultats. Mais là, c'est ce qu'on appelle une étude longitudinale, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a fait le dosage à un moment et on a suivi les gens. Et là, on a vu apparaître chez ceux qui avaient le plus de bisphénol A des problèmes pathologiques. Donc là, la relation est un peu, on considère ça un tout petit peu plus puissant comme résultat, même si à nouveau ce n'est pas causal. L'épidémiologie ne donne pas ici de causalité, la toxicologie semble l'indiquer un peu plus. Pour le bisphénol A, donc vous voyez qu'on a quelques arguments épidémiologiques, pas très nombreux. On a pas mal d'arguments de toxicologie. Tous ne vont pas nécessairement dans le même sens. Hein. Il y a des différences entre labos, mais ce n'est pas grave. En science, il y a toujours ça. Je veux dire, c'est très rare d'avoir des effets parfaitement en biologie, en santé reproductible d'un labo à un autre. Il ne faut pas s'en étonner. Mais il y a quand même plusieurs labos d'assez bonne qualité qui ont trouvé des effets du bisphénol A, et surtout à faible dose. Ça nous pousse à penser qu'il y a un danger qui est réel à ces doses. Phthalates et parabènes, bon, c'est une autre histoire. Les phthalates, c'est aussi des plastifiants, hein, ce n'est pas les mêmes plastiques qui contiennent les phthalates. Moi, je travaille dans un laboratoire aussi de biochimie hospitalier. Et on dose, nous, les acides aminés, les acides organiques. Et depuis très longtemps, chez certains prématurés, parce qu'on est dans un hôpital pédiatrique, on voyait des prématurés qui ont des gros problèmes quand même, on voyait apparaître 2 pics dans notre chromatographie, dont on ignorait l'origine. Il s'est avéré après que ces 2 pics, c'était des phthalates qu'on visualisait sans savoir ce qu'on était en train de visualiser, parce que ces pauvres enfants sont perfusés en permanence par du matériel, donc des perfuseurs, et donc des plastiques très souples, plein de phthalates, et ça passe. Ça passe, et ça peut c'est retrouvé. Ça ne veut pas dire que c'est à l'origine ou quoi que ce soit là, mais je vous dis que l'exposition est importante chez ces êtres, comme je vous l'ai dit, assez vulnérables. Donc il faut vraiment faire attention. Les phtalates ont différents types d'effets. Ils n'imitent pas les œstrogènes, ils ne font pas comme le bisphénol A. Autre mécanisme, ils s'opposent aux androgènes, c'est-à-dire aux hormones mâles. Je dirais, ça revient peut-être au même, pas tout à fait quand même. Pas tout à fait. Ils s'opposent aux androgènes. Et là, on a des arguments expérimentaux assez nombreux sur des systèmes de tissus testiculaires qui ont été reconstitués in vitro, sur lesquels on a testé. Il y a plusieurs laboratoires qui ont des arguments. Et on a même des arguments là, épidémiologiques chez l'homme, parce que donc dans ces études-là, on a étudié l'exposition aux phtalates de femmes pendant leur grossesse, et on a suivi les enfants à la naissance, et ensuite pendant quelques années après. Et on a fait une mesure d'un indice qui est un excellent indice de masculinité. C'est la distance anogénitale, donc c'est la distance entre l'anus et les organes génitaux. Et cette distance, elle est évidemment différente, elle est plus petite chez la femme que chez l'homme. Et c'est vrai aussi chez l'animal, la femelle et le mâle. Donc c'est retrouvé. C'est un très très bon indice. Il y a d'autres indices. Il y a l'indice aussi de la taille de l'index par rapport à l'annulaire. C'est aussi un indice de masculinité. Mais ça vous donne une idée. Et là, dans cette étude-là, que je ne vais pas détailler, il y a une corrélation entre la quantité de phtalates présents chez la mère pendant la grossesse et la distance anogénitale, indiquant, c'était des garçons très bien, attendez, c'est des garçons très bien, mais il y a un petit indice qui indique qu'ils ont peut-être eu une exposition un peu plus faible aux androgènes, parce qu'il y a quelque chose qui est venu perturber les effets des androgènes. Ceux qui avaient le plus de phtalates, ce sont ceux qui avaient la distance anogénitale la plus courte. Donc vous voyez que même chez l'homme, parfois, on peut faire des choses. Les parabènes, vous en avez sans doute entendu parler, on en trouve beaucoup en cosmétique, par exemple dans des médicaments, mais aussi en cosmétique. Là, l'histoire est intéressante parce que là, le marketing a précédé presque la science. Les parabènes, certains parabènes, pas tous, certains parabènes, quand vous les injectez chez un animal, donnent des effets de type œstrogénique, mais plutôt à forte dose. On n'observe pas trop ces effets-là à la dose. D'autres parabènes n'ont pas beaucoup d'effets. Malgré tout,
parce qu'on a pu détecter des parabènes chez des personnes qui les utilisent, et quasiment tous, ils utilisent tous des cosmétiques qui ont un peu de parabènes, ça passe la peau, ça passe pas très bien, mais ça passe quand même, donc on le retrouve dans notre tissu adipeux, on peut en doser. Il y a eu une crainte là-dessus. Les arguments donc, de toxicité des parabènes sont nettement plus bas, plus faibles que pour les phtalates et le bisphénol A. Ce sont des perturbateurs endocriniens pour certains, mais à forte dose. Donc, moi, dans la hiérarchie, si je devais faire une hiérarchie, je mettrais ça bien en dessous. Malgré tout, ça s'est répandu, et le marketing, maintenant, on vend des choses sans parabènes, et les gens achètent des choses sans parabènes, donc à mon avis, ils vont être tués par le marketing plutôt que par la science, mais c'est une... Bon, pourquoi pas. Il faut voir aussi que les parabènes servent à quelque chose. Si vous utilisez votre peau de crème pour le visage, vous l'ouvrez et vous la laissez quelques jours, vous ne l'utilisez pas tout de suite, hein, donc ça dure quand même quelques jours, quelques semaines. Et si vous ne mettez pas quelque chose qui empêche les bactéries, les champignons de pousser, d'avoir un bon bouillon de culture là-dedans, vous êtes embêté quand même de vous tartiner le visage avec des bactéries. Donc les parabènes, ça sert à ça, c'est utile. Donc il y a peut-être des moyens de les remplacer, et tant mieux. Mais là, on n'est pas dans... Il y a un rapport bénéfice-risque qu'il faut évaluer un peu plus sereinement, et autant pour le bisphénol, on peut être relativement sec, autant là, il faut évaluer les choses un peu plus sereinement. Il y a aussi des polluants qu'on regroupe sous le terme de polluants organiques persistants, qui sont, pourquoi? Parce qu'ils persistent, on en a parlé au début, ils restent des années dans l'organisme. Ce sont les dioxines, les PCB, certains pesticides. Il y a plusieurs études épidémiologiques qui montrent qu'ils peuvent avoir un certain nombre d'effets métaboliques, cancer, enfin il y a des effets. Ce ne sont pas des effets violents, c'est-à-dire, je donne un exemple, la dioxine, l'effet cancérigène de la dioxine, vous augmentez votre risque de 1,4 fois, donc de 40%. Le tabac, c'est 40 fois, c'est pas 1,4, c'est 40 fois, donc c'est 100 fois plus. Donc on n'est pas dans le même niveau de gravité, si je veux dire, mais il y a une augmentation du risque, il n'y a aucune raison de ne pas faire quelque chose, et c'est pareil pour d'autres effets, et là les mécanismes, je ne vais pas aller dans les détails parce que je pense qu'on a beaucoup de temps, il y a toute une série de mécanismes, c'est extrêmement étudié, hein, la dioxine, ça a été très étudié, moi je suis un spécialiste de la dioxine, des effets de la dioxine, du récepteur de la dioxine, donc c'est très utile. Alors certains me disent, mais pourquoi vous étudiez encore la dioxine? Il y en a de moins en moins. C'est vrai, et heureusement, c'est la preuve que quand on fait des mesures de santé publique, ça marche. Il y a de moins en moins de dioxine. Il s'avère seulement que le récepteur de la dioxine est aussi le récepteur de centaines de molécules qui ont des propriétés équivalentes, et que donc quand on étudie ça, ça nous permet de prédire ce qui peut se passer pour des tas d'autres polluants qui vont venir dans l'avenir. Donc, continuer à étudier un mécanisme, même quand un contaminant est maintenant beaucoup moins présent, c'est important aussi parce que c'est ce qui va nous permettre d'être prédictifs dans l'avenir sur la toxicité des nouvelles molécules qui arrivent et qui vont arriver nécessairement. Un petit mot sur les effets cocktails. On en a dit un tout petit mot tout à l'heure. Bon, les perturbateurs, c'est donc il y a des effets cocktails. Alors, la base, c'est le grand mot. Un perturbateur, ça va, c'est quand il y en a plusieurs, qu'il y a des dégâts. Et ça a été pas mal travaillé par plusieurs collègues. Là, c'est un collègue anglais qui a étudié plusieurs perturbateurs endocriniens qui passent par le même mécanisme. Donc là, je suis dans le cas, ce sont tous des perturbateurs qui s'opposent aux androgènes. Même mécanisme. Et le message très simple que j'essaie de montrer ici est que on a fixé des seuils pour chacun de ces contaminants. Donc, par principe, si c'est en dessous du seuil, pas de problème. Vous pouvez consommer, allez-y. Donc, on dose le premier, il est moitié moins que le seuil. Donc, vous pouvez y aller. Sauf que dans ce même aliment, par exemple, il peut y avoir un deuxième qui a le même mécanisme d'action. On le dose, il est en dessous du seuil. Donc, vous pouvez y aller, vous le consommez. Le troisième, pareil, et le quatrième, pareil. Donc, si 4 fois 0, c'est 0. Donc, vous devez être tranquille. Or, les effets de ces composés, ils passent par le même mécanisme. Les effets, en fait, s'ajoutent. Et il faut, en fait, ajouter les doses, et là, vous allez dépasser le seuil. Et donc, quand on fait du réglementaire sur des aliments, et qu'on vous dit, pour le chlordécone, ça va, c'est en dessous du seuil. Pour l'autre pesticide, ça va, c'est en dessous du seuil. Pour le troisième pesticide, peut-être qu'on devrait faire quelque chose de beaucoup plus intelligent, c'est que ceux qui passent par le même mécanisme, et on le sait, additionner leur dose. Et là, vous risquez de dépasser un certain nombre de seuils, et on risque d'interdire des aliments qui, par ailleurs, auraient été acceptés. Ça pose de vrais problèmes économiques, quand même. On
conscient des problèmes économiques. Et bon, quand on a été en Guadeloupe pour le chlordécone, on a vu qu'une modification du seuil du chlordécone pour les crevettes mettait certains pêcheurs en très grande difficulté. Donc il ne faut pas les ignorer. Mais notre boulot, c'est de présenter les choses telles qu'elles sont, et le boulot des décideurs, des politiques, c'est de tenir compte d'un peu tout ça pour essayer de le trouver. C'est pas simple, hein, moi je ne vous en dis pas spécialement. Les effets transgénérationnels, un petit mot sur les effets transgénérationnels pour vous exposer le cas. Donc là, on va... qu'est-ce que c'est que les effets transgénérationnels? C'est quand vous exposez un animal et que vous observez des effets dans les générations qui suivent. Mais l'exposition a été faite uniquement sur l'animal ancêtre. Voilà. Donc vous exposez cette souris qui est en gestation, donc il y a un fœtus là-dedans, et vous l'exposez uniquement pendant la période de gestation. Et ensuite vous enlevez le contaminé. Et ce qui s'est passé dans certains cas, notamment pour la dioxine d'ailleurs, on a réussi à observer des effets qui vont jusqu'à la 3e génération, des effets dans le système testiculaire, alors que l'exposition a été faite non pas la grand-mère, mais l'arrière-grand-mère, si j'ose dire, et pour une petite période. Donc vous voyez qu'est-ce qu'on peut éventuellement reprocher à nos parents et à nos grands-parents, à arrière-grands-parents. Donc exposition là, des effets sur la première génération, des effets sur la 2e génération, mais aussi des effets sur la 3e génération. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les effets transgénérationnels. Ça a été observé dans quelques cas. La dioxine, on a des arguments. La vinclozoline, qui est un antifongique qui était utilisé maintenant moins. Le bisphénol A, enfin il y a quelques cas. Et je vais vous montrer un autre exemple qui est sur le tributylétain. Vous connaissez peut-être moins. Le tributylétain était utilisé dans les peintures de bateaux et en fait utilisé maintenant dans beaucoup d'autres choses. Mais dans les peintures de bateaux, il était utilisé. On s'est rendu compte autour que les mollusques qui étaient autour changeaient de sexe. C'est quand même assez embêtant avant d'avoir un effet. Simplement parce qu'il devait servir à quelque chose et donc il allait dans l'eau et contaminait les mollusques. Mais en fait, il a d'autres applications et on en a tous un tout petit peu. Et il y a un chercheur qui a beaucoup travaillé dessus, qui nous donne donc des diapos qui ne sont pas encore publiés, donc c'est bien. Et ce tributylétain, lorsque vous traitez justement toujours pendant la période de vulnérabilité, qui est la période de gestation, vous avez une augmentation de la masse adipeuse, qui n'est pas très importante, mais qui est quand même significative. Il y a plus de gras, une augmentation de l'obésité de ces animaux-là. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est cette expérience-là. Ça vous paraît compliqué, peut-être ça ne l'est pas trop. Là, vous avez la première génération. Donc là, ça c'était le F1, c'est le fœtus qui était dans la mer qui a été traité. Bon. Donc vous voyez que ce fœtus, ici, vous avez en vert les traitements, les différentes nuances de vert, les différentes doses de tributylétain par rapport au témoin qui est là. Et vous voyez que parfois, vous avez un peu plus de masse grasse que dans le témoin, mais ce n'est pas plus impressionnant que ça. Allez à la 2e génération. Elle n'a pas été directement traitée. Vous voyez que c'est encore plus impressionnant. Il y a une augmentation de la masse grasse quand on traite, et même à des doses faibles. 3e génération, ça existe toujours, cette différence. Donc, on a des effets sur la masse adipeuse qui persistent à la 3e génération. On ne sait même plus jusqu'à quand ça va durer. Donc, ça pose des problèmes. Je ne dis pas que c'est réglé. Je ne dis pas qu'on est sûr absolument à 100% de ce qui se passe. Je dis que ça ouvre une perspective qui doit nous amener à y réfléchir. C'est peut-être lié au système expérimental, mais n'oubliez pas que dans les populations humaines, on a aussi parfois des effets transgénérationnels. Ça a été rapporté pour le distilbène à 2 générations, mais ça a été beaucoup rapporté aussi pour des problèmes de famine. Il y a des cas comme ça de famine pendant la 2e Guerre mondiale, où on a des populations où il y a eu une famine très importante, où les femmes ont été, surtout celles qui ont eu cette famine pendant le premier trimestre de grossesse, les enfants de ces femmes étaient bien portants, c'était après la 2e guerre, donc c'est eux, ils ont eu une croissance normale, mais ils ont eu pas mal de problèmes métaboliques à l'âge adulte, et on parle aussi de leurs enfants aussi qui continuent à avoir des problèmes métaboliques, chez les femmes qui ont subi cette famine, spécifiquement cette famine. Donc les effets transgénérationnels, ça peut exister, il faut garder la tête, mais ne croyez pas que c'est quelque chose de réglé, d'établi, il faut dire, sortir. On commence à le voir, il faut quand même qu'on travaille beaucoup plus pour y arriver. J'ai un peu de temps encore ? On va conclure. On va conclure. Les origines de la vulnérabilité sont nombreuses. J'ai beaucoup parlé de la période fœtale et de l'enfance, c'est pourquoi les mesures de santé publique, il serait logique
qu'elle touche particulièrement cette période-là, parce que pendant le développement du fœtus, il y a différents moments où il y a une sensibilité particulière pour la formation de certains tissus. Et cette exposition-là, pendant la période fœtale, ne va pas affecter, à la naissance, le fœtus sera très bien, parfois, vous ne verrez rien. Par contre, ça peut donner une vulnérabilité à l'âge adulte, notamment, vis-à-vis de certaines pathologies, et c'est quelque chose qui n'est pas facile à voir. Et on pense que le mécanisme de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, ce n'est pas la génétique. Vous avez l'ADN et la séquence de l'ADN, ça donne des gènes. C'est ce qui dicte nos gènes, et donc c'est ce qui va donner la génétique, c'est héréditaire, etc. Mais autour de l'ADN, vous pouvez le modifier. Vous pouvez légèrement le modifier chimiquement, vous pouvez modifier son entourage chromatinien, qu'on appelle les chromatines, de différentes manières chimiques, soit par méthylation, soit par modification des chromatines. Donc il y a un moyen, et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, parce que c'est quelque chose qui peut être hérité. Donc passer d'une cellule à l'autre, et peut expliquer pourquoi quelque chose qui a eu lieu pendant que vous étiez un fœtus peut se révéler des années, des dizaines d'années après. Donc il passe d'une cellule à l'autre. Mais il est potentiellement réversible. Ce n'est pas aussi inscrit dans le marbre que votre séquence d'ADN. S'il y a un événement environnemental différent, il peut être modifié après. Donc c'est quelque chose qui peut être hérité, qui est relativement stable, mais qui n'est pas aussi stable que le code génétique. Et on pense que c'est ça ce qui va expliquer ce qui va expliquer le fait qu'on ait une exposition à un contaminant à une période donnée par un perturbateur endocrinien. Il y a ces modifications dites épigénétiques, et ça se révèle des années, voire des dizaines d'années après. Donc, je ne vais pas aller plus loin, simplement pour montrer pourquoi on réinvente cette période de l'enfance, de la petite enfance, qui est particulièrement vulnérable. Donc, me fait penser que peut-être qu'il y a peut-être des choses avec la psychanalyse qui ne sont pas complètement fausses, mais par contre, au lieu de rechercher ça chez la maman et chez le papa, il faut penser à ce que ce monsieur a consommé pendant qu'il était petit. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais prendre vos questions. Merci infiniment, Robert. C'était absolument passionnant. Tu as publié une tribune dans Le Monde du 1er décembre, dans lequel tu dis, c'est en sous-titre, que les scientifiques doivent expliquer comment leurs travaux peuvent contribuer à l'évaluation des dangers et à leur réduction sans occulter les incertitudes. Dans les effets dont tu nous as parlé sur les perturbateurs endocriniens, en synthèse, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Qu'est-ce qu'on sait des dangers aujourd'hui? Est-ce qu'on a un niveau de preuve que ces dangers existent? Est-ce que c'est encore des hypothèses et des doutes? Autrement dit, est-ce qu'on est d'ores et déjà dans le domaine de la prévention, ou est-ce qu'on peut considérer qu'on est encore dans le domaine de la prévention? Moi, je ne crois pas qu'il y a des seuils